Bonjour tout le monde. Alexandra, bonjour. Habituée de la maison, vous êtes la bienvenue Alexandra. Merci. Merci. David, technicien, bonjour, merci à toi, ça va. Natacha n'est pas là, on a déjà fait la photo. Elle est partie faire un tour, elle est partie se balader. Alexandra, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, de rien, c'est toujours avec un grand plaisir. Merci, vous êtes aimable. Donc Alexandra, qu'on ne présente plus, donc courtière, elle accompagne les clients dans leurs projets immobiliers. Donc ACE Crédit à Villerue, vous avez un bureau à Villerue, un bureau au Luxembourg, un autre Alors, oui, on a plusieurs bureaux en fait sous l'enseigne ACE Crédit, Villerue, donc, ville dans laquelle nous nous trouvons, Oui. Thionville, Metz, Mercy, Toul, Pont-à-Mousson. Donc on est présent sur une partie de la Meurthe-et-Moselle et la Moselle. Ok, super. Et un bureau au Luxembourg. Un bureau au Luxembourg sous l'enseigne Luxe Crédit, oui, à Frisange. Ok, super. Bon, on vous connaît. Maintenant, les gens vous ont déjà vu 2-3 fois chez Actu Immo. Donc aujourd'hui, on va aborder votre sujet de prédilection, donc les prêts immobiliers. On va peut-être rappeler quelque chose qui pourrait sembler naturel, logique, à savoir préparer son dossier avant de préparer son achat avant de se ruer sur les agences immobilières et sur les projections dans des belles maisons ou des beaux appartements. Voilà, exactement. Donc on ne va pas préparer ses valises, on va préparer son dossier. Dossier, exactement. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux personnes avant de commencer à visiter ou avant de se projeter dans un endroit, un appartement, une maison? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Alors, le premier conseil, c'est toujours de venir nous voir en amont. C'est-à-dire que on ne se lance pas comme ça dans une recherche immobilière sans connaître son budget. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse analyser les dossiers en amont et calculer un budget précis, ce qui va permettre aux gens de visiter des appartements qui sont dans leurs moyens. Oui, bien sûr. Et inutile de perdre son temps et de faire perdre le temps de tout le monde à aller visiter quelque chose où malheureusement le dossier de prêt ne serait pas accepté. Comment font nos clients, que ce soit nous, moi, agents immobiliers, ou ceux de confrères ou même de particulier à particulier, comment on fait pour préparer son dossier? Par quoi ça commence? Déjà, ça commence par soit m'appeler, soit venir nous voir au bureau directement. Par exemple, ouais. Nous avons une liste qui peut paraître longue, mais qui rassemble les documents dont les banques ont vraiment besoin. Donc, on explique aux clients pourquoi on a besoin de tout ça, déjà, parce que c'est vrai que ça peut sembler un petit peu compliqué au départ. Et ça nous permet, donc, à l'appui des documents, de vraiment calculer des budgets précis, mais aussi, dans certains cas, puisque les gens viennent nous voir avant de commencer leur recherche, de leur donner des conseils pour bien préparer leur dossier. Quand vous dites bien préparer leur dossier, c'est-à-dire, entre guillemets, ça peut être la préparation du dossier en lui-même, tous les documents, les papiers, les relevés de compte, les contrats de travail, les fiches de paye, mais également peut-être préparer aussi le rapport, préparer le dossier sur le fond et sur la forme, c'est ça? Tout à fait, parce que c'est vrai qu'un dossier complet déjà sera beaucoup plus vite analysé ensuite en banque, et les conseils, c'est de savoir déjà ce qu'il faudra en apport, s'astreindre ensuite peut-être à mettre de l'argent de côté, si ce n'est pas le cas, tous les mois, de façon régulière. Ouais. Parce qu'il y a deux choses importantes, c'est avoir de l'apport existant, par exemple... qui sont déjà sur les comptes. Voilà, mais c'est aussi, donc si des gens par exemple sont locataires ou hébergés à titre gratuit, c'est ce qu'on va appeler le saut de charge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'un hébergement à titre de 0 € à 1 000 € par mois, par exemple. À 1 000 € de mensualité. Oui. Si on ne les a pas mis d'office tous les mois de côté. Voilà. Oui, donc en fait, il faut qu'il y ait une logique dans le dossier. Si vous êtes hébergé à titre gratuit ou si vous avez un faible loyer, entre guillemets, on est censé pouvoir faire des économies mensuellement. En tout cas, c'est le raisonnement que tient la banque lorsqu'elle utilise le dossier. Elle se dit qu'une personne avec X euros, X loyer est en mesure de mettre tant d'euros par mois de côté. Et c'est ce qui servirait d'apport. Tout à fait. Et c'est une manière aussi de statuer sur le dossier. Voir comment la personne, au quotidien, gère sa trésorerie. Gère ses comptes, tout à fait, oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait à découvert tous les mois ou un mois sur deux, c'est peut-être même pas la peine d'espérer. Alors, s'il est à découvert, c'est pas trop un sujet. D'accord. Du moment qu'il respecte son autorisation de découvert.
Mais c'est vrai que il faut aussi avoir un fonctionnement de compte qui soit correct. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser son autorisation de découvert, pas avoir de prélèvements qui sont rejetés. Oui, les AV à tiers détenteurs, la JO tous les jours. Voilà. Donc c'est vraiment avoir une bonne gestion de ses comptes courants. Oui, si on gagne 2005, il ne faut pas en dépenser 3000 par exemple. C'est mieux. C'est mieux. Oui. Parce que ça, du coup, pour le banquier, ça prouve que le dossier n'est pas, que l'achat n'est pas préparé, que la personne n'est pas prête ou qu'elle ne s'est pas préparée à acheter en tout cas. Voilà, tout à fait. Donc on est aussi là pour leur donner des conseils vraiment en amont. Alors ça peut être en amont 3 mois avant, 6 mois avant, des fois 1 an avant. Oui, bien sûr. Voilà, pour leur expliquer ce qui va être analysé, regardé et mettre en place en fait tout ce qu'il faut pour que le dossier ensuite soit... Oui, donc c'est intéressant parce que là vous venez de dire en fait les personnes donc, peuvent venir vous solliciter pour un achat immédiat. Donc vous étudiez le dossier dans la foulée ou bien en prévision d'eux. Parce qu'à la fin de l'année, il y a une mutation, ou à la fin de l'année, les gens décident de quitter l'Est de la France pour X ou Y raison, aller ailleurs pour l'année prochaine. Donc, vous pouvez d'ores et déjà les aider dans leur projet dans 6 mois ou dans 1 an. Après, on a aussi des clients, des fois, qui viennent nous voir, qui sont en CDD ou en CDI avec des périodes d'essai. Donc, pareil, on fait un bilan à l'instant T et on leur dit, dès que vous aurez un CDI ou dès que votre période d'essai sera validée, vous pourrez vous lancer dans les recherches. Mais ils auront déjà le budget qui sera validé en amont. D'accord. Pour revenir à la manière dont doivent être tenus les comptes ou les choses qui peuvent de manière être radicalement bloquantes, qu'est-ce que c'est? Donc on a dit qu'il y avait les découverts non autorisés, les agios, les rejets de prélèvement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il peut y avoir effectivement les avis à tiers détenteurs. Bon, ça peut venir de PV des fois, oui. Ils ne sont pas payés, mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention. D'accord. Donc le CDD, l'intérim aussi. Alors, c'est possible, mais un peu plus compliqué. Alors, certaines banques financent les personnes qui sont en intérim. Oui, parce choix. Oui, parce qu'il y a des gens qui font toute leur carrière dans l'intérim. Il y en a, c'est pas un passage dans leur vie professionnelle, c'est vraiment toute leur carrière professionnelle. C'est un choix. Donc, si c'est sur un certain nombre d'années, par exemple sur 3 ans, on va faire des calculs de revenus sur 3 ans et demander des justificatifs sur 3 ans, par exemple. D'accord. Quelqu'un qui est en CDD depuis 1 an ou 2, ses revenus peuvent être pris en compte, le plus souvent à hauteur de 80% dans certaines banques, mais il ne doit pas du coup être le seul emprunteur. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un d'autre, par exemple, qui soit en CDI dans un couple. Là, dans un couple, si on a un des 2 dossiers qui est très bon, c'est-à-dire par découvert, le salaire rentre, tout est payé de manière régulière, mais le conjoint ou la conjointe, c'est complètement l'inverse, les antipodes. Comment est traité le dossier? Il faut que le conjoint se mette d'équerre. Il faut bien faire les choses, donne des conseils à l'autre. Voilà. Ouais. D'accord. Donc en fait, un ne comble pas l'autre. Il faut vraiment que les 2 soient clean. Après, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, tous les dossiers sont individuels. Bien sûr. Chaque individu est différent et c'est justement la personnalisation de l'étude et ensuite de la présentation du dossier qui font que les dossiers aboutissent. Ok, d'accord. Des personnes primo-accédants, est-ce que l'apport est nécessaire, obligatoire, ou est-ce que c'est quand même possible d'acheter sans apport? C'est une question qu'on nous pose souvent, nous, agents immobiliers, c'est-à-dire on a beaucoup de primo-accédants, de jeunes couples. On me demande est-ce que je peux acheter sans apport? Moi, je vous pose la question à vous aujourd'hui. Alors, actuellement, difficilement, il faut au moins qu'on puisse avoir un apport de 5% à peu près. 5% de la valeur du bien. Oui, du montant du projet. D'accord. 5% en plus des frais de notaire, des droits 5%. Voilà. D'accord. Après, effectivement, quelqu'un qui a 25 ans et quelqu'un qui a 45 ans n'est pas forcément censé avoir non plus le même apport ou la même épargne, ce qui est logique. Bien sûr. Mais c'est quand même possible, même difficilement, d'acheter sans apport quand on est jeune. Un célibataire ou un jeune couple. Alors, pour cet été, ça ne sera pas possible. Ok, d'accord. Les personnes, pour les pré-relais, est-ce qu'il y a des conseils particuliers? Est-ce qu'il y a des choses qui sont liées au climat économique actuel concernant le pré-relais? Alors, les pré-relais sont toujours abordés de façon différente en fonction des banques. Donc, j'ai envie de vous dire, des fois, si vous avez un refus sur un pré-relais de votre banque, ne restez pas bloqué sur ça. Dans d'autres banques, ça peut se calculer, se passer autrement. Donc, c'est pareil, ouverture d'esprit.
Et c'est ce que peut apporter le courtier, puisque lui donc, a plusieurs solutions peut-être, et des solutions différentes dans plusieurs banques. Donc clairement, ça veut dire qu'un dossier de prêt, s'il est refusé dans une banque, il y a de fortes chances à ce que ce soit refusé dans l'autre. Pas Mais, forcément. mais par rapport au pré-relais, en fait. Là, oui, justement, voilà. pour le pré-relais non plus. Ni l'un ni l'autre, en fait, parce que toutes les banques n'ont pas les mêmes critères. D'accord. Des fois, on a encore des banques qui peuvent refuser des dossiers, même pour des problématiques de taux d'usure, alors que dans d'autres banques, on n'en a pas. On a des grosses disparités de taux. D'une banque à l'autre. Voilà, d'une banque à l'autre. Donc, un dossier qui peut ne pas passer à 4,20. C'est des propositions que certains de nos clients ont reçues, alors que nous, on arrive des fois encore à avoir des taux moyens de 3,5. On a quand même une grosse différence. Donc là, pour le coup, l'endettement, il peut effectivement bloquer dans un cas et pas dans l'autre. Pour les personnes qui nous écoutent, vous pouvez réexpliquer le taux d'usure et son fonctionnement, s'il vous plaît? Alors, le taux d'usure, c'est un taux qui est réglementé par l'État et au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter. Donc, jusqu'en janvier, il était calculé trimestriellement et ça a bien grippé la machine entre mai de l'année dernière et décembre. Et depuis janvier, il est calculé mensuellement, ce qui a redonné un petit peu de fluidité quand même dans l'octroi des prêts. Oui, tout à fait. Okay. Et de quoi est composé le taux d'usure exactement? Alors, le taux d'usure va rentrer donc dans le calcul du taux d'usure, le taux du prêt, le taux des assurances et aussi le taux les frais convertis en taux. D'accord. Et donc tout ça égale un montant à ne pas dépasser, voilà. Sinon le dossier est refusé. Voilà, 5,09 pour juillet sur les prêts de plus de 20 ans. D'accord. Donc au-delà de toute considération sur le montant des revenus, si on atteint le taux d'usure, c'est mort. C'est compliqué. Même si on a des très gros salaires. Oui. Ok, d'accord. Alors on a moins de problématiques depuis le calcul mensuel. Oui. On n'a plus trop été confronté à des problématiques de taux d'usure. Ce qui était le cas par contre. Oui, nous on l'a ressenti aussi quand la manière de calculer a changé. On a senti une nouvelle bouffée d'oxygène, on a repris un peu d'activité. Dans l'ordre, lorsque les personnes veulent vendre et qui ne veulent pas faire un pré-relais. Compliqué. Oui, parce que ça veut dire qu'ils doivent vendre le jour où ils achètent autre chose. D'accord. Ou passer par une location. C'est une question qu'on nous pose, en tout cas on pose très très souvent. Comment éviter le pré-relais? Concrètement, il n'y a pas vraiment de solution, si ce n'est essayer, comme je m'efforce de le faire et de conseiller en tout cas à mes clients, c'est essayer de vendre et d'acheter en même temps, donc tout réaliser le même jour. C'est une sacrée gymnastique parce qu'il faut arranger tout le monde sur le même planning, le notaire sur le même planning, la société de déménagement sur le même planning, les vacances scolaires, enfin tout caler sur le même planning. On y arrive de temps en temps, c'est vrai qu'on y arrive de temps en temps. Je confirme. D'accord, ok, super. Ok, aujourd'hui au niveau des assurances de prêt, est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport à l'année dernière? Alors, à l'année dernière, non, puisqu'en septembre, depuis septembre, on a la possibilité, grâce à la loi Lemoine, de changer d'assurance de prêt à tout moment. Il faut attendre un délai minimum. Non, au bout de la première mensualité de prêt, on peut déjà souscrire une compagnie d'assurance ailleurs. Tout à fait. Avant, c'était donc à la date anniversaire, un mois avant. Oui, le préavis. Un petit peu compliqué. Il fallait y penser. C'est la loi, Mais bon, du coup, depuis septembre, on peut changer d'assurance de prêt à tout moment. Il n'y a plus besoin ni d'attendre un an, ni d'attendre moins d'un an. Il y a des grandes disparités d'une assurance à l'autre? Ça peut, oui. C'est vrai? D'accord, ok. Une autre question. Quand un client vient vous voir, par exemple, donc une fois que l'étude est faite, la simulation est faite, vous m'avez parlé tout à l'heure hors antenne d'un document que les agents immobiliers aiment particulièrement. Un sésame qui ouvre les portes. Voilà. Donc effectivement, nous, les études que nous réalisons sont faites à l'appui des documents. Donc c'est des calculs qui sont fiables, précis. Et on délivre ce qu'on appelle un budget certifié, donc de la capacité d'emprunt de nos clients. Donc avec ce document-là, les clients peuvent plus facilement visiter des biens et les agents immobiliers et les vendeurs sont rassurés puisqu'ils connaissent la capacité d'emprunt des acheteurs. Combien de temps il est valable ce document? Alors, on va dire un mois, parce que c'est vrai que d'un mois à l'autre, là, les taux continuent d'augmenter. Donc, on le précise aux clients que si leur recherche dure plus d'un mois, qu'ils nous recontactent. Pour refaire un calcul. Voilà, ça ne nous prend pas longtemps de refaire un calcul avec les taux actualisés.
D'accord. Si le dossier est le même avec le même montant de revenus et autres, c'est pas très différent d'un mois à l'autre. Même si le taux d'intérêt a augmenté, c'est pas très différent non plus, ça passe pas. C'est pas une grosse différence. C'est vraiment juste pour être certain que ça passe sans aucun problème. Ouais, okay. D'ailleurs, j'encourage. On m'a posé la question plusieurs fois la semaine dernière. Des personnes m'ont demandé si c'était le moment d'acheter. Ma réponse a été oui. Oui. Bah, bien évidemment, déjà d'une parce que je suis agent immobilier, donc oui, c'est le moment d'acheter. Mais au-delà de ça, plus sérieusement, mais je leur ai répondu. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, Alexandra. Je leur ai dit que oui, c'était le moment d'acheter. Alors, on me dit oui, mais les taux d'intérêt augmentent. Ben, je leur dis, mais de toute façon, les taux d'intérêt, c'est une aide dont vous devez saisir l'opportunité parce que ce soit à 3, à 4 ou à 4,5, sans ça, sans la banque, de toute façon, certains clients ne pourraient pas acheter. Donc, en réalité, vaut mieux saisir l'opportunité. Et ce que je leur ai dit, c'est que même si les taux d'intérêt augmentent, ils peuvent très bien acheter aujourd'hui une maison, par exemple, à 250 000 euros ou 300 000 euros. Et dans quelques temps, pour ne pas dire quelques années, ils pourront toujours renégocier leur prêt immobilier si toutefois les taux d'intérêt revenaient à baisser, aller voir leur banque pour faire une renégociation ou aller dans un autre établissement bancaire. Donc c'est en ce sens-là que je leur ai dit oui, c'est le moment d'acheter parce qu'il vaut mieux acheter aujourd'hui, par exemple, avec une proposition à 4% par exemple sur 250 000 euros, plutôt que d'attendre un an ou un an et demi. Ce qui coûte aujourd'hui 250 va peut-être coûter, je ne sais pas moi, 280 ou 290 dans un an et demi ou 2 ans. Et donc plus cher, ils vont l'acheter plus cher, donc vont payer plus de droits d'enregistrement, plus de frais de notaire. Même si le taux d'intérêt est moins élevé, la maison leur coûtera plus cher. Donc c'est en ce sens-là que je leur disais, oui, c'est le bon moment d'acheter. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que quand vous êtes locataire, par exemple, c'est toujours le bon moment d'acheter. Bien sûr. Puisque votre loyer augmente en plus annuellement avec l'indice. Donc voilà. Il augmente plus vite que les taux d'intérêt d'ailleurs. Et vous le payez à perte. Donc oui. si vous achetez pour votre résidence principale, c'est toujours le bon moment. Oui. Après, effectivement, les taux aujourd'hui nous semblent hauts, mais ils sont au même niveau qu'il y a 10 ans. Oui, en fait, ils sont redevenus quasiment à la normale. En fait, il y a un ajustement du marché en réalité. Ça. Donc, ils ne sont pas plus hauts qu'il y a 10 ans. Donc, effectivement, les gens vont dire oui, mais les biens immobiliers sont plus chers. Oui, c'est vrai. C'est normal, c'est logique. Mais les salaires, notamment pour les frontaliers, ont augmenté aussi. Oui. Donc, c'est quand même, ça reste pour moi relativement équilibré. Maintenant, c'est vrai aussi que si les taux rebaissent, bien entendu qu'ils pourront aller renégocier dans leur banque ou revenir nous voir. Et à ce moment-là, on verra le travail, quelle est la meilleure banque qui sera... C'est vrai. Parce que, sur le marché à ce moment-là. Ouais. Parce que les gens ont tendance à faire une fixation sur les taux d'intérêt, ce qui est légitime en même temps, mais je ne pense pas que ce soit le seul critère de sélection lors d'une décision d'un achat ou pas, surtout quand on est locataire. Ouais, bien sûr. Si on a la possibilité d'acheter, et là c'est vraiment un conseil que je donne mais vraiment à tout le monde, si vous avez la possibilité d'acheter, achetez, ne restez pas locataire. Bien sûr. Parce qu'en plus de ça, quand on voit les loyers ici à la frontière, c'est horriblement cher. C'est très élevé, donc il y a tout intérêt à acheter. Acheter, c'est une façon d'épargner. Complètement, complètement. Oui, tout à fait, c'est la meilleure épargne. Concernant les taux d'intérêt, tout à l'heure vous disiez qu'ils allaient continuer à augmenter, ça va vraiment encore augmenter jusqu'au moins à la fin de l'année, comme on pourrait l'entendre. Je pense que ça augmentera encore jusqu'à la fin de l'année. Voilà, je pense qu'après, quand on sera peut-être vraiment sur 4,5, ça devrait pouvoir se stabiliser. D'accord, ok. Quel conseil donneriez-vous à des personnes qui voudraient faire des investissements immobiliers, pas acheter leur résidence principale? Est-ce qu'il y a un conseil en particulier, une manière de monter ce dossier? Pour du locatif? Oui. Alors, ça dépend, si pas toujours pareil, s'ils sont frontaliers ou pas, ou s'ils sont déjà très imposés ou non. Parce que sur le locatif, des fois, la solution peut être la SCI. Donc la société civile immobilière. Voilà, donc qui est soit imposée à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés. Donc ça peut aussi être une façon de se constituer un patrimoine et d'optimiser sa fiscalité. D'accord. Donc là, du coup, la SCI, ça peut être le bon plan pour des personnes qui souhaiteraient faire un investissement en famille, par exemple, avec les enfants, le conjoint, la conjointe. Tout à fait. Les meilleurs rentas, c'est sur les petites surfaces. Là, on prend... Ça, c'est à vous que je vais le demander. Ouais. C'est sur les petites surfaces. Est-ce que le dossier, la manière dont il est étudié, est-ce qu'il nécessite de l'apport?
pour faire de l'investissement locatif? Là, on arrive à avoir des bonnes rentas, par exemple, des bonnes rentabilités. Alors, en principe, oui. On pourrait me demander qu'est-ce que c'est une bonne rentabilité, mais, Voilà. mais allez-y. Alors, pour tous les dossiers de prêt immobilier, il faut avoir à l'idée qu'il faut avoir un minimum d'apport. D'accord, même pour l'investissement immo. Oui, parce que même si effectivement, ça n'a pas forcément de sens de Bah mettre oui. de l'apport dans un investissement. Je pense que le banquier, il immobilier. comprend ça. Oui, mais malheureusement, le banquier ne veut pas non plus financer plus Oui, il ne veut que pas la prendre le valeur seul du bien. oui, à prendre les risques, bien évidemment. C'est ça. D'accord, ok, très bien. Donc, ok, on a vu pour l'investissement, on a vu pour le prêt relais, on a vu pour la manière de monter le dossier. Lorsqu'une personne a trouvé le bien dans une agence immobilière, Oui, dans la vôtre. dans la mienne, bien évidemment, Amrimo, on est là. Et alors, quel est le process ensuite? Donc, il visite avec moi, ça lui plaît, Avec son budget certifié. Avec Donc, son vous budget savez certifié. Que son budget est validé. complètement. Donc, je prends rendez-vous chez le notaire, Tout à fait. nous signons le compromis de vente, Oui. dans lequel il est précisé une date de condition suspensive. Mhm. Pour information, la condition suspensive de prêt, dans le compromis, c'est un délai imparti à partir de la signature du compromis, qui peut aller de 30, 40, 50, 60, un peu plus, même ça peut aller même jusqu'à 90 jours. Donc c'est le délai réservé à l'obtention ou au refus du prêt. C'est-à-dire que le jour où on signe le compromis, chez le notaire, on prévoit une date, on prévoit un délai nécessaire pour faire les démarches bancaires. C'est-à-dire que le client acquéreur va pouvoir démarcher Alexandra, par exemple, et il aura 45 jours pour obtenir le prêt ou pas. On part du principe que le prêt sera obtenu. Une fois que le client a signé son compromis, Alexandra, il revient vers vous. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quel est le process? Alors, il revient avec son compromis et son DPE. D'accord, ok. Bah ça, c'est l'agence qui vous le fournit, généralement. Voilà, tout à fait. Donc, on vérifie. Alors, le DPE, c'est le banquier qui le demande? Ah C'est les oui, banques? oui, oui. Alors, le DPE, c'est le pass énergie. Donc, c'est la consommation, c'est l'énergie nécessaire pour chauffer le logement. C'est les lettres que nous voyons comme sur les machines à laver lorsqu'on récupère le dossier de diagnostic complet. C'est cela, parce que si, par exemple, les biens sont F ou G, certaines banques, maintenant, obligent à rajouter une enveloppe de travaux donc prévue D'accord. pour réaliser les travaux et faire remonter la lettre. Alors, pour la petite information, F ou G, pour les maisons, on ne peut pas les vendre. On ne peut pas vendre une maison en F et en G. Ça passe obligatoirement par un audit. Donc, on fait venir un expert qui va faire le boulot et qui va prodiguer les conseils nécessaires pour améliorer la note de la maison. Donc, sans quoi, on ne peut pas vendre la maison. Et donc, du coup, ils calculent aussi le montant des travaux nécessaires et c'est ce montant-là qui va être intégré Dans le prêt. Dans le prêt, tout à fait. Donc, c'est très intéressant de savoir la note. De toute façon, la note, elle est affichée puisque nous, en tant que professionnels, on ne peut pas afficher de publicité sans les diagnostics. Donc ça, vous, acquéreur, vous le voyez immédiatement. Le rapport énergie, il apparaît directement sur les publicités, que ce soit sur Internet ou sur la vitrine de l'agence. Et donc nous, on met en garde aussi nos clients sur ça, parce que justement, quand on calcule les budgets, on ne sait pas quels biens ils vont les visiter, on ne sait pas. Bien sûr, oui, donc il y a quelle l'inconnu note, du voilà. DPE en réalité. C'est ça. Et donc on leur dit bien que si c'est un bien F ou G, qu'ils reviennent vers nous avec le montant des travaux Bah oui. pour qu'on puisse refaire en fait un calcul et être sûr que ce budget-là, en plus, peut-être sera validé. Ok, donc il revient vous voir avec le compromis, le DPE, vous Alors, refaites le calcul, ensuite. Voilà, normalement, le dossier, déjà, s'il est venu nous voir en amont, est quasi constitué. Donc, Oui, on il faut complète, réajuster juste voilà. les nouveaux documents, la C'est dernière ça. fiche de paye, le dernier relevé de compte pour être à jour. On réactualise, on complète s'il nous manque quelques éléments. Et à partir du moment où le dossier est complet, on l'envoie en banque. Ok, il s'écoule combien de temps entre le moment où vous rencontrez le client avec le compromis et vous envoyez le dossier, si vous apporte les documents rapidement? Si on a tout, le dossier part le lendemain. D'accord. Et quel timing il faut Alors, ça- raisonnablement prévoir pour avoir les premiers retours? Alors, grosso modo, en fonction des banques, on est sur des fois 48 heures, une semaine, 10 jours. On va dire un maximum de 10 jours. D'accord. Et en 10 jours, où c'est accepté, où c'est refusé, ou des éléments supplémentaires à apporter éventuellement? C'est ça, tout à fait. Ok. Une fois que le dossier, bon, s'il est refusé, vous essayez d'autres banques? Bien sûr, de toute façon, après, on envoie le dossier Dans plusieurs banques, oui. plusieurs banques en même temps. C'est notre travail d'avoir le maximum de propositions pour que le client puisse comparer les offres Bien et sûr. choisir celle qui lui convient le mieux. Ok. Une fois que soyons optimistes et positifs,
Le dossier est accepté, vous avez un retour positif, comment ça se passe? Alors, on fait le ou les propositions au client qui choisit la Donc vous faites revenir le client ou on peut le faire par téléphone. Par téléphone, ouais. En tout cas, vous recontactez le client pour lui Tout à exposer les différentes propositions. C'est ça. Il choisit, alors avec notre aide ou pas. Il choisit en fonction de quoi je choisis généralement? Des fois, il peut y avoir des différences d'apport demandés. Donc peut-être qu'il va choisir la proposition qui demande le moins d'apport oui, ou le plus d'apport parce qu'il n'a pas envie d'avoir une mensualité trop élevée. Des fois, les durées peuvent être différentes, les taux, bien sûr, peuvent être différents. Les assurances. Le prix des assurances peut être différent, donc il va choisir en fonction de ça. Alors, aidé par nous ou pas. Ou pas, oui, parce qu'il veut en réalité après le client. C'est lui qui choisit, c'est lui qui a la décision finale. Bien sûr. Et une fois qu'il a validé la proposition, on va fixer un rendez-vous en banque, donc dans la banque qu'il a choisie, et bien entendu, on l'accompagne à ce rendez-vous. Et là, donc, à ce rendez-vous-là, c'est quoi? Vous lui présentez le banquier ou il y a déjà des démarches administratives ce jour-là? Il y a l'ouverture de compte peut-être? Tout à fait. Donc, on présente le banquier, oui, bien évidemment. Du coup, on ouvre en principe le compte ou les comptes en fonction de comment veulent fonctionner les clients. Oui, ça peut être un compte séparé ou un compte joint. Voilà, tout à fait. On revalide la demande de prêt et la proposition. On vérifie que tout est bien correct. Et on signe en principe la demande de prêt. D'accord. Voilà. Le jour du rendez-vous à la banque. À la banque. Okay. Et c'est après cette demande de prêt que le client reçoit chez lui la proposition bancaire, c'est ça? L'offre de prêt? Ensuite, la banque va normalement, le plus souvent, lui faire aussi saisir l'adhésion de ces assurances en fait, en ligne, plus les demandes de prêt des fois aussi en ligne, ça dépend des banques. Et une fois que les assurances sont validées, que la demande de prêt est signée, à ce moment-là, les offres peuvent être éditées. Alors, on dit encore éditées, mais le plus souvent, c'est pareil. Dématérialisé maintenant. Voilà, ouais, d'accord, ok. Alors, les offres, est-ce que vous pouvez juste nous réexpliquer rapidement le process, parce qu'il y a un délai légal à patienter, sinon ça fait objet de refus de la proposition bancaire. Vous pouvez nous expliquer ça? Donc, une fois que les offres sont éditées, c'est encore pas fini. Oui. On n'en est pas encore au bout. Il faut attendre effectivement. C'est là que votre accompagnement il est très important en réalité. On prend des nouvelles des clients à chaque étape en fait. Mais vous imaginez que pour les clients qui viennent du Luxembourg, en plus de ça, ça peut paraître un peu un parcours du combattant. Oui, donc, parce que c'est pas du tout pareil. Bah ouais, clair. Donc le 11e jour, les clients peuvent signer leurs offres de prêt. 11e jour. Voilà. Après ils ont 30 l'édition. jours pour le faire. Oui. Mais le 11e jour, c'est le premier jour en fait. Ils le font pour accepter l'offre. Avant, c'est refuser l'offre. Avant, c'est rien du tout. Là, maintenant, quand les signatures sont dématérialisées, oui, ils on ne peut peuvent même pas cliquer. Oui. Voilà. Donc, le 11e jour, ils peuvent cliquer et signer. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut prendre rendez-vous chez le notaire. D'accord. Voilà. Donc, une fois que les offres sont signées électroniquement, entre ce moment-là et le moment où l'acte a lieu, il s'écoule 3 semaines. À peu près, oui. Le temps de débloquer les fonds, le temps que le notaire reçoive les fonds. Alors, les banques, elles ont besoin entre 48 heures et on va dire 3-4 jours maximum pour débloquer les fonds. On a un client qui a signé ses offres samedi. Normalement, il passe chez le notaire aujourd'hui. Déjà. Ça peut se faire. Maintenant, c'est sûr que plus les délais sont courts, plus c'est compliqué. Bien sûr. Si on a une semaine, 10 jours entre la signature des offres et le déblocage des fonds, c'est plus raisonnable. C'est plus simple. Ouais. Ok. Donc, une fois que le prêt est accepté, donc une bonne semaine, enfin une petite semaine pour le déblocage des fonds. Et là, ensuite, on peut refixer le rendez-vous chez le notaire. Tout à fait. Pour l'acte authentique. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les offres, une fois qu'elles sont mises en ligne, elles sont valables 30 jours. Donc, les clients ont 30 jours en fait pour les accepter. Et en fonction des banques, ensuite, ils ont entre 3 et 5 mois pour débloquer les fonds. Donc, on a l'impression des fois que c'est long. Mais ce n'est pas le cas, parce que là, en ce moment, moi, par exemple, j'ai des dossiers, les offres ont été signées il y a 3 mois, les fonds ne sont toujours pas débloqués sur des VFA ou des constructions, des choses comme ça. Okay. Donc, c'est pareil, là encore, on effectue un suivi et on fait bien attention que des offres signées il y a quelques temps continuent d'être valides. Bien sûr, d'accord, ouais, non, important. Ok. Et donc, une fois que les fonds sont virés chez le notaire, donc on signe l'acte authentique chez le notaire. Généralement, les personnes payent tout de suite à la signature ou un mois après pour leur prêt. C'est prélevé comment? Ça, c'est un arrangement après avec le banquier ou il y a une règle?
Alors, s'ils ont des travaux, le plus souvent, ils ont un différé pour effectuer leurs travaux. Donc, ils ne vont pas payer forcément tout de suite une mensualité. Ils vont d'abord réaliser leurs travaux, voilà. Et après commencer à rembourser le prêt. Tout est débloqué, ils commencent à rembourser. Alors, les différés pour les travaux, en fonction des banques, vont de 24 à 36 mois. Donc, ils ont quand même le temps vraiment de les faire. Oui. Après, l'idée, ce n'est pas d'utiliser le différé au maximum, puisqu'on ne paye pendant ce temps que des intérêts. On n'amortit pas du tout le prêt. Et s'il n'y a pas de travaux, en principe, on paye le mois suivant le déblocage. D'accord, ok. Ou, dans certains cas, quand on a eu des difficultés à donner son préavis dans les temps, si on était locataire, on demande à la banque de décaler d'1 mois ou 2 la première mensualité pour ne pas payer un loyer plus le prêt en même temps. Plus le déménagement et tout ce que pourrait coûter l'acquisition. On arrive à trouver des solutions. Non, mais c'est bien à savoir, c'est bien. Certains clients doivent se poser cette question-là. Et à l'idée que vous en ayez parlé, ça prouve que vous avez aussi cette solution-là dans l'accompagnement. Non, c'est bien, c'est super. Je pense que ça a été très complet aujourd'hui. Je pense que c'est très instructif. En tout cas, je l'espère. J'espère avoir apporté du contenu qualitatif et surtout avoir répondu à certaines interrogations de nos auditeurs. Si vous avez des questions ou des thèmes que vous souhaiteriez que nous abordions sur Actuimo, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire via les réseaux sociaux, via Facebook ou Instagram. Sous l'enregistrement d'aujourd'hui, il y aura les coordonnées d'Alexandra, donc vous pourrez la joindre pour faire votre simulation, pour chercher un accompagnement pour votre projet immobilier. Elle pourra vous accompagner et en France et au Luxembourg. Vos bureaux sont à quelle adresse ici à Villerue ? 38 rue Carnot. 38 rue Carnot. Vous allez déménager prochainement ? Bientôt, je n'ai toujours pas la nouvelle adresse. Mais nous serons en face de la poste. Vous êtes en face de la poste. C'est bientôt fini les travaux, non ? 31 juillet en principe. D'accord, c'est cool. Et on déménagera le 31 août. D'accord, très bien. Ok. Donc les coordonnées d'Alexandra seront sous la vidéo YouTube, sous l'enregistrement, sur les réseaux sociaux également. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis ou votre famille ou votre entourage, des personnes qui seraient donc dans l'idée d'acquérir quelque chose. Je vous remercie. David, merci pour ton assistance technique. Alexandra, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Fatih. Vos explications sont précieuses et très claires. Et je le vois au quotidien puisque nous collaborons aussi en dehors d'Actu-Imo, entre agents immobiliers et courtiers. Ouais, super. Mille merci pour la qualité de la collaboration. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon visionnage de cette vidéo et j'espère à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.